Hello, aujourd'hui on va faire un petit aperçu d'une fonctionnalité ou plutôt d'une documentation à venir. Et donc on va aller faire une petite démo autour de Geol et surtout investiguer autour d'une fonctionnalité qui est très intéressante, celle d'export. Donc Geol a une fonctionnalité d'export qui est arrivée et qui permet pour l'instant d'exporter l'intégralité du site endoflife.net en fichier DuckDB. Et donc c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Ce qu'on va explorer, c'est à quoi ça sert et surtout à quoi ressemble cette base de données et en quoi c'est intéressant et surtout comment j'ai décidé de la documenter. Donc la fonctionnalité en question, l'idée, c'est celle-ci, c'est qu'on va aller regarder un petit peu en preview comment l'idée de base, et puis après on va aller déballer tout ça. Donc l'idée, c'est de faire un notebook qui va venir explorer la base de données et la documenter, et avec la technologie Quarto, qui permet de faire un peu comme des Jupyter Notebook avec plusieurs langages et de faire des sites, des dashboards, des articles, des présentations, des livres, donc vraiment plein de formats de sortie de manière automatique. Et la bonne nouvelle, c'est que ça supporte aussi le Python. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aller utiliser, voir un peu ce qu'il y a de près sur cette branche, puisque comme on peut le voir, il y a une branche qui est ici, la 263, etc. Et si on va dessus, on voit qu'il y a des ressources, des petits previews qui ont été droppés. Et donc, eh ben, c'est ce on va aller voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, tout simplement pour faire la démo, on va cloner Geol. Et on va faire ça de manière très simple. Et puis ensuite, hop, on va venir se mettre sur la branche. Et donc on va aller se mettre dans les assets. Et donc là on voit qu'il y a un répertoire template et puis un répertoire notebook. Et là on voit qu'on a trois fichiers, donc un fichier README qui dit un peu ce que ça fait, un fichier task file, donc le task file qui va nous permettre de faire les choses simplement. Donc on voit qu'il y a pas mal d'options qui sont possibles. Je vais juste réduire un peu pour que ce soit plus joli. Voilà. Et puis on a un fichier QMD. Alors le fichier QMD, bah, en fait c'est le source code. Et donc on va voir que c'est du Python avec des balises. Et puis donc une notion de chapitrage, de table of content, un peu comme dans la tech, où on positionne l'index, le thème, et puis ensuite après on a des cellules de texte, et puis après on peut mixer du HTML, du Markdown, du Python. Donc c'est super facile à faire, c'est vachement accessible. Et ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va générer le fichier DuckDB. Donc là, si on regarde un petit peu les options qui sont disponibles directement dans le task file pour pas avoir à se casser la tête, puisque vraiment c'est ça l'idée. Donc on voit qu'il y a plusieurs options. Générer la base de données, créer le notebook, effacer les fichiers temporaires, etc. Et puis l'option par défaut où voilà, on va faire le notebook, puis on va voir que tout est OK. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va lancer tout ça et on va juste faire task. Donc là, le boulot va se faire. Tout en arrière-plan se gère avec UV, donc dont j'ai déjà parlé par le passé. Et puis on voit que on installe, on regarde si on a toutes les dépendances, tous les outils dont on a besoin.
Et là, ce qui est en train de tourner, ici, on voit que en fait, c'est Geol qui est en train de télécharger, de faire des appels d'API et de préparer le fichier de base de données en sortie, puisque on va voir que en sortie, voilà, donc là on a la sortie du terminal de Geol. Donc là, normalement, on a un fichier geol.docdb, et si on regarde geol.docdb, donc on voit que c'est un fichier docdb valide. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? J'essaie d'aller vite parce que ça va aller. Là, la compilation du notebook c'est en train de se faire, donc il ne faut pas trop traîner. Et puis là, on voit qu'il y a le fichier HTML qui est en train d'arriver avec le notebook. Voilà, le notebook temporaire. Et donc à la fin, on a un HTML. Et donc là, l'idée, c'est que en fait, on a généré un fichier de données à partir de Geol, et pour documenter qu'est-ce qu'il y a dans la base de données, en fait on fait du code qui génère une documentation HTML, une façon de visualiser le contenu du fichier produit. Donc si on y va de manière brutale, voilà, là on est dans la base, dans l'export. Et donc on a des tables, on peut lister les produits, voilà, donc et après on peut faire des exports, on peut faire tout ce qu'on veut, mais c'est pas super intuitif, et puis surtout c'est moyennement visuel. Et là l'idée c'est de produire une documentation qui permette aux gens de mieux comprendre ce qu'il y a dedans, et puis de faire leurs propres intégrations, puisque vraiment c'est ça l'objectif. Donc en sortie, on a un fichier HTML, parce que c'est le format que je voulais, parce qu'il est un peu plus interactif que le PDF, même si le PDF est très beau pour imprimer. Là, je voulais une expérience interactive. À remarquer aussi, il n'y a aucune image. Donc toutes les images que vous allez voir sont embarquées dans le HTML, et donc le HTML, on peut l'envoyer comme pièce jointe. Donc c'est un document de travail vraiment super pratique. Bon, allez, assez de blabla, on va aller ouvrir l'export. Voilà, donc ça lance le navigateur. Donc ce qui est sympa, c'est que j'ai le bouton dark clair. Ici, je vous avais montré, juste on va pas faire une démo poussée de Quarto, mais là c'est pour vous montrer que en fait, voilà, par défaut, moi ce que je voulais c'était le thème dark. Donc tout ça ici, ça se configure comme ceci. Donc là on arrive sur le notebook, on voit qu'on a le table of content en haut à gauche, on voit un petit peu, donc voilà, ce rapport est généré, on a un titre de HTML que j'ai configuré, et puis on voit qu'on peut faire du data engineering avec Geol. Donc là, ça me balance vers la documentation data engineering qui va être ensuite enrichie typiquement avec ce genre d'exemple de code. Et puis là, depuis Python, voilà, donc on importe DocDB, et puis on récupère, puisque j'ai paramétré le nom du fichier, puisque pour l'utilisation finale, on peut avoir envie de mettre les noms de fichiers qu'on veut, donc là, c'est paramétré. Et d'ailleurs, là, on voit que dans les variables, je l'ai exporté. Voilà. Et si je viens également ici, donc j'ai mon paramètre que je peux passer lors de la génération du HTML. Donc par défaut c'est geol.docdb, mais après je peux venir forcer et basculer sur autre chose, et si je ne mets rien, alors ce sera geol.docdb. Comme ça je vais pouvoir embarquer ensuite par la suite ces notebooks, et c'est pour ça que ici il est dans les assets. Voilà pour la petite histoire. Donc ensuite on a quelques informations sur le rapport. Donc il a été généré ici heure locale, donc 18h50 le 21 février, donc voilà, c'est bien aujourd'hui, donc le samedi 21 février. Le nom de la base, donc 6 MB. La version de Geol également, puisque c'est important pour le schéma. Voilà, donc on est en 2.7.1, et puis voilà, donc les petites infos sur Geol. Ensuite, l'engine, donc on est en DocDB 1.4.4, et donc on voit que on est vraiment à jour, puisque DocDB est lui-même géré sur endoflife.date, donc on est en 1.4, 1.4.4, c'est la première DLTS.
Et donc on est tout bien clean et juste surtout par rapport à ce qui est dans le rapport. Ensuite, on pointe vers la démo de la fonctionnalité que j'avais unboxé, il me semble que c'était le 31, le 31 décembre. Voilà, donc avec l'arrivée de 2.3.0, où on avait l'export en fichier DuckDB, et depuis pas mal de choses ont été améliorées, dont le schéma de la base de données. Ensuite, un petit sommaire de ce qu'il y a dans la base, pour pouvoir un peu la prendre en main, puisque là, moi, je ne suis pas censé savoir ce qu'il y a dedans. Donc là, il y a 8 tables. Si je rentre... voilà, si je rentre dedans et que je regardais ce qu'il y a dedans, et bien, donc 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, il y a bien 8 tables. Et puis également, il y a une table de metadata qui dit quelle version Geol a généré ce fichier et l'architecture en cas où il y aurait des bugs. Et donc là, on retrouve les informations. Le 271 ici, qui est mentionné ici, vient de la base de données. Donc tout vient strictement de la base de données ici. Donc on a 8 tables, 431 produits. Donc là, par exemple, voilà, donc on a 431 lignes dans la table Products. On a 9 catégories. Mais vous voyez que c'est vraiment vachement plus agréable de le voir en HTML pour voir un peu ce qu'il y a dans la base. Et puis, pareil, on a des tags. Et puis après, on a des choses un peu plus intéressantes. Ici, un petit aperçu des produits, puisque vraiment c'est le centre de ce qui nous intéresse généralement. Et puis vous voyez que quand je me balade, les effets sont super sympas, puisque à gauche j'ai le menu qui bouge ici. Donc si je me mets ici, je vais monter et ça va collapser. Et ensuite quand je vais descendre dans le menu. Également, j'ai fait le choix de laisser parfois le code s'afficher, le code Python que je peux copier pour faire d'autres choses. Et puis des charts qui sont du coup interactifs. Donc on peut produire des rapports, les envoyer par mail en pièces jointes, jouer avec, voilà, c'est super pratique. Le top 10 des catégories, donc les serveurs d'application, et oui, il y a beaucoup ça. Ensuite, le top 10 des tags. Donc ça permet d'explorer un peu ce qu'il y a dedans de manière un peu moins austère que celui-ci. C'est complémentaire. Ensuite, on peut faire des analyses un petit peu plus poussées sur la distribution des tags, voir un petit peu, par exemple sur les frameworks, on voit que vraiment c'est un sujet très important sur endoflife.net. En tout cas, les gens mettent de l'intérêt. Et puis surtout, là où c'est le plus chaud, donc 149 produits qui sont en lien, qui partagent des tags avec serveurs d'application. Donc par exemple, serveur d'application, Quarkus, ça en fait partie, etc. Ensuite, il y a du rapprochement avec les catégories et les tags. Donc là, pareil, hein, le Sunburst, on peut se balader dedans et vraiment comprendre un peu comment sont architecturés les produits sur endoflife.net. Et puis après, en mode graph, donc les co-occurrences de tags. Et puis, ce qui est sympa, c'est que voilà, donc c'est interactif. Alors là, il y a un effet démo, évidemment, mais c'est interactif. On peut jouer et puis on a une collection infinie de charts. Voilà. Également, pour bien comprendre la base, donc là, on voit qu'on a plein d'objets, mais dynamiquement, par introspection et avec les bons outils, donc on produit le chart de la documentation de la base de données elle-même. Donc voilà, c'est une documentation qui est générée à partir du fichier d'export, donc automatiquement, elle est dynamique. Et ensuite, il y a la liste des tables qui explique. Alors là aussi, ce qui est élégant, ce qui est chouette, c'est que les descriptions font partie de la base de données. Ce sont les metadatas, ce sont les comments en fait. Et donc, tout est strictement commenté. Les tables, les colonnes, on a les types, c'est fortement typé. Donc, tout est vraiment super bien documenté. Et puis, c'est facile à utiliser. Également, ce qui est drôle, c'est que ça, on peut évidemment l'injecter dans des systèmes d'IA pour générer des requêtes, poser des questions plus complexes, par exemple. Donc voilà,
Ça va faire partie de la branche main de Geol. Et donc la découverte de Quarto. Vraiment super outil, vraiment très accessible, un peu plus accessible je trouve que R Markdown et avec des résultats vraiment sympas. Généralement les gens, nous développeurs, on fait pas mal de Python et pas beaucoup de R. Et là bah, ça ouvre cette perspective d'avoir des documents de très haute qualité rédactionnelle, même des articles scientifiques au format PDF, donc on passe par la tech, mais à l'aide du Python. Et pour les curieux, ben voilà, il y a une galerie. Et donc, ben moi, c'est ce qui m'a vraiment plu, c'était la qualité rédactionnelle et de mettre des charts dynamiques directement dans les articles en consommant de la donnée. Voilà, moi, c'est vraiment ça qui m'intéressait. Donc, voilà, on peut écrire plein de types de documents et des documents et des livres. Voilà, et ça, ben, également, je suis en train de creuser ce sujet-là. Comme vous pouvez voir, bah, c'est très pratique à délivrer. Et ensuite, eh bien voilà. Donc, fin de la démo. On va finir sur Geol. Donc, il y a le site web maintenant de Geol. Et dans le tutoriel, eh bien, dans la partie avancée, on va régulièrement venir enrichir de scénarios ce qu'il est possible de produire comme rapport et comme analyse et comme intégration, tout à partir de Geol. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Unboxing rapide, on documente avec du code et avec de la data et avec Quarto. Et je vais finir par afficher le site Quarto. Voilà. Il y a des Getting Started qui sont vachement bien, c'est très simple à installer, c'est très simple à utiliser et pour du Python, bah, ça va vite. C'est tout pour aujourd'hui, comme promis. Donc voilà, Geol, DuckDB, des super outils, de la productivité. Et puis voilà, à vous de jouer et surtout restez curieux et gérez les cycles de vie de vos applications et mettez-les en lien avec tout ce que vous voulez. C'est vraiment passionnant et c'est vraiment très important pour la sécurité. Allez, tata bisous, ciao.